Non, le parti Hutu est combattu par l'idéologie, il est combattu par les partis politiques, il est combattu par la police. Ce sont les armes de proximité. C'est comme si vous voulez tuer une mouche, vous allez utiliser un canon. Donc, il faut le principe de proportionnalité, non seulement au niveau économique, au niveau militaire, mais aussi au niveau moral. Monsieur le Président, vous avez eu des relations plutôt difficiles avec... Non, puisque le parti Hutu est à l'ordre du jour maintenant. Je vais vous dire comment j'ai traité le parti Hutu. Ce n'est pas anecdotique. Un jour, je vais à Kigali et le parti Hutu manifeste contre moi dans la salle. Et puis je pars. Alors, le président Giscard d'Estaing était là. Il se pose des questions. Alors je demande à Habyarimana, venez me voir. Bien sûr, je disais non, mais c'est ce jeune homme, ce Tutsi là. Alors j'envoie le ministre qui était venu avec moi, le ministre français de la Défense. Il va voir Habyarimana. Ce qu'il a à vous dire est sérieux, il me l'a dit. Et il veut vous le confirmer. Alors, il me trouve à Muyinga. Il vient me voir à Muyinga, je lui dis, il ne faut pas jouer avec le fait. Je sais que le parti Hutu est là. Je sais que les services de renseignement rwandais le savaient. Je sais qu'ils ont organisé ça. Ils ne peuvent pas, dans la conférence des chefs d'État, faire ces choses-là. Je vais vous mettre en garde. Si vous continuez avec ça, vous savez qu'il y a une communauté rwandaise qui est solide, qui vous a attaqué 2 fois. Si vous le faites, je vais les armer. Et puis après, on verra qui gagnera, parce que nous allons tous perdre. Eh bien, quand il est arrivé là, il a demandé à son chef de sécurité de chasser tous les partis Hutu du Rwanda. Et Gauturemi, qui était le chef, a dû émigrer en Tanzanie, à Dar es Salaam, où il est mort d'ailleurs d'une façon, dans des conditions non élucidées. C'est ça l'exemple de la diplomatie. Une diplomatie ouverte. Alors, on n'a plus jamais entendu du parti Hutu au Rwanda. Il semble que vous aviez quand même des relations assez difficiles avec le Rwanda et le Zaïre à l'époque. Quelles en étaient les raisons et comment est-ce que vous prépariez l'armée à faire face à de telles éventualités? On vient d'entendre par exemple une anecdote là. Oui, je l'ai préparé sérieusement. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de problèmes avec le Rwanda. Très peu avec le Congo. Très peu. Il y avait un incident en 10 ans, à 11 ans, c'est pas grave. L'incident là qui est arrivé ici, ça a été vite réglé. Mais avec Habyarimana, ça a été toute cette période-là. Et c'est normal, c'était dû à la présence des réfugiés rwandais ici. Et la politique des quotas anti-Tutsi au Rwanda. C'était ça les vrais problèmes et qui ont perduré pendant 11 ans. C'était très dur. Et à la fin, quand je suis parti, ces problèmes l'ont emporté. Il n'a pas voulu résoudre le problème des réfugiés. Ils se sont organisés un peu partout, surtout au Burundi et en Ouganda, ils l'ont renversé. S'il avait suivi la politique que nous lui proposions, et que finalement les Français lui ont proposé aussi. Et ces choses-là n'auraient pas eu lieu. S'ils avaient eu lieu, ils auraient eu moins d'impact, moins de tort sur la vie des Rwandais, de tous bords, Hutu et Tutsi. Le régime du président Bagaza laisse beaucoup, dans beaucoup de mémoires, la problématique du conflit Église-État. Et avec une série de mesures suppressives et compréhensives à l'endroit de certaines confessions religieuses et particulièrement l'Église catholique. Après des années de recul, il nous serait très instructif de savoir quel était le problème que le président Bagaza voulait résoudre. Oui, frère Emmanuel, le conflit Église-État, on en a parlé depuis longtemps. On y revient un peu.
Il y en a qui pensent qu'il y a eu conflit Église-État parce que l'Église constituait un contre-pouvoir dans l'encadrement des populations ou qu'elle avait une mainmise sur les ressources, d'importantes ressources économiques. C'était le pouvoir. Je m'explique. La colonisation belge, suivant les accords qu'ils ont passés avec le Vatican, ils ont concédé des pans de pouvoir extraordinaires aux églises et surtout à l'église catholique parce qu'elle était soutenue par la colonisation. À cette époque-là, à l'époque coloniale et à l'époque post-coloniale, c'est-à-dire le régime Michombe, les biens visibles appartenaient à l'église. Ils avaient les économes qui ne payaient pas d'impôts et qui faisaient du commerce et de l'artisanat. C'était de véritables entreprises. Et quand vous alliez conquérir avec les évêchés, vous ne pouviez pas gagner, suivant les lois du commerce. Ce n'était pas possible. Donc il y avait un blocage qui était là et visible. Alors, vous saviez les propriétés terriennes qui étaient immenses. Et ils le sont toujours. Vous voyez ici chez moi, la cathédrale et tout ce qui compte. Depuis ici jusqu'au Cameroun, c'est chez eux. Et c'est normal. Mais ça attire l'attention. Ils sont quand même puissants. Alors, vous avez la prépondérance. Tout l'enseignement primaire, tout est en leurs mains. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que le gouvernement l'accepte. Alors, où est la laïcité pour des gens qui ont étudié à Bruxelles? C'est des non-croyants. Les libéraux et les francs-maçons. On a côtoyé des francs-maçons. Et là, ça nous a un peu influencé. Nous laissons de côté les séminaires, les petits et grands séminaires. Même à l'université, vous savez qu'à l'université, qui était une université officielle, ça c'est le côté de puissance économique et sociale. Sans parler qu'ils avaient des banques. Ils avaient des banques à procurer. Il est toujours là-bas. Venu de l'Iprona. Ils avaient des banques, ils avaient une poste. C'était la seule poste efficace. Il y avait un partage de rôles entre l'administration coloniale et l'Église catholique. Mais ça crée un déséquilibre. Il bloque les autres commerces. Donc vous avez tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui a motivé que nous ne nous entendions pas? L'encadrement de la population, vous l'avez signalé là, l'encadrement de la population était problématique. Avec les centres de côté de Yagamukama, avec les Inama Sawanya, ça créait des problèmes. Ça créait des problèmes. C'était un encadrement trop serré. C'est-à-dire qu'ils allaient prier dans les chemins, dans les bois. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y avait un problème aussi de sécurité. Est-ce que c'était politiser les enseignements? Non, j'ai pris le côté social. Oui. Maintenant, je prends le côté politique. Le côté politique, avec la question, nous venions de faire une guerre terrible. Et au Rwanda, ils faisaient autre chose. Bon. Comment savoir ce qu'ils se disent là-bas? J'avais des rapports comme quoi ces Inama, Sawanya, c'était en fait la libération du peuple Hutu dans ces Inama. Et là, plus tard, c'est venu Sawanya fraudé. Inama Sawanya, c'était du Sawanya fraudé. Alors, quand j'ai dit ces informations, j'ai dit non, il faut arrêter ça. Ils ont arrêté. Inama Sawanya. La question des propriétés.
je les ai laissés comme ça. Alors la question de l'église, la question des écoles, c'était la même chose. Alors les guerres entre une organisation comme ça et un gouvernement sont inévitables. On peut parler un peu de la gestion de ce conflit, Monsieur le Président. On voit qu'il y a des missionnaires qui sont expulsés, des prêtres qui enseignent à l'université, des docteurs qui sont remplacés par des assistants. Ça crée quand même un peu de frustration de la part des Burundais très catholiques. Mais ils n'étaient pas nombreux, ils ont été expulsés, ils n'étaient pas nombreux, c'était des marginaux. D'ailleurs, avant de les expulser, j'en parlais aux évêques qui relevaient les comboniers. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement pour que les comboniers? Concrètement, je vous le dirai, mais avant de vous le dire, que j'en avais parlé à Monseigneur Douyaga. Monseigneur Douyaga m'a dit, nous savons que vous avez raison. Mais laissez-moi les expulser moi-même. Je lui ai dit non. Si, Monseigneur, si vous le faites, vous ne pourrez plus être accepté à Rome et dans les autres institutions. Laissez-moi le faire. C'est-à-dire qu'il était pour. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait n'importe quoi. Il faisait n'importe quoi. Il faisait du tyrannisme. Et il se comportait comme des interconquis. Il dépassait les bornes dans tous les domaines de la vie. Bon, vous pouvez dire concrètement c'était quoi? Non, là il faudrait un policier ou un dossier judiciaire. Je ne vais pas le dire ici. Mais j'en parlais aux évêques. Ils acceptaient, oui, ils le faisaient. Alors, après que j'étais aux affaires, que je n'étais plus aux affaires, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que j'ai fermé les églises. C'est pas vrai. J'ai fermé exactement 2 églises et bâtiments. L'église de Gitega et l'église de Makewuko. L'église de Gitega, je l'ai fermée pendant 1 semaine. L'église de Makewuko, un mois. Puis je les ai ouverts. Mais pour faire toute une semonce à Ruhuna, en disant non, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à prêcher n'importe où, n'importe quoi. Il faut vous conformer au roi et au règlement. Ce qui ne faisait pas. Alors, on a accepté et ça marche. On a tout ouvert. Mais vous savez, quand on ferme une église, on croit qu'on a fermé toutes les églises. Mais Boudoudia n'a pas fermé l'église de Kaganza. Oui, il a fermé l'église de Kaganza parce que les prêtres, il a laissé les sœurs. Parce que ici à Kaganza, c'était un peu révolte contre lui. Non, l'Église est une institution humaine et divine. Divine quand vous considérez la foi, humaine quand vous considérez la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on nous a enseigné dans les sciences religieuses. Et moi, je ne me suis jamais attaqué à la foi. Il y a autre chose. Je n'ai jamais emprisonné un évêque. Des prêtres? Oui, quelques prêtres, oui. Des prêtres, c'est quelques prêtres, pas tous. Je n'ai jamais emprisonné un évêque parce que l'évêque, dans la symbolique et dans la réalité, c'est le successeur de Pierre. C'est lui le pilier de l'Église. En fait, si vous en prenez à l'évêque dans ce qu'on nous a enseigné, vous en prenez réellement à l'Église. Mais les prêtres, ce sont des citoyens comme les autres. Il va peut-être m'éclairer là-dessus. Vous n'avez jamais eu de voix discordantes? Non, j'ai toujours toléré. Oui. Alors, quand on n'était plus aux affaires, qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'évêques ont été tués au Rwanda? Combien de prêtres ont été tués? Combien de bonnes sœurs? Au Burundi. Est-ce que c'est Bagaza qui a tué Monseigneur Ruhuna? Ou le nonce apostolique? Ou mon ami Gérard, le père Gérard de Makambala, il est de Makoline. Oui, mais c'est qu'il y a des politiques
Et puis, ce n'était pas un accident, il est très connu. Le père Gérard était très connu dans la région, tout le monde le connaissait. C'était une politique de les éliminer. Parce qu'ils avaient des opinions politiques différentes. Monsieur le Président, vous ne regrettez rien dans la manière dont vous avez géré le conflit? Non seulement je ne regrette rien, j'en suis fier, je l'ai bien géré. Beaucoup plus que les autres chefs d'État de la région. Et beaucoup plus que ceux qui m'ont précédé et ceux qui m'ont suivi. M. Ombelo a emprisonné Oudoudira. Oudoudira a dit oui à l'annonciature. Oui, mais non, j'ai mieux géré parce qu'une institution qui est là, c'est la loi de la nature et qui notre est là. Il doit avoir des... Seulement, il faut être sage pour pouvoir résoudre raisonnablement. Maintenant, vous avez reconnu que l'Église, quand même, c'est un pouvoir, ce n'était pas un contre-pouvoir. C'était à cette époque-là. Oui, maintenant, avec l'évolution des choses, parce qu'il y a plus de 30 ans même, avec l'évolution des choses, maintenant l'Église est un contre-pouvoir. Avant, c'était un pouvoir. Ce n'était pas les fautes, c'est la loi de l'histoire. Tant qu'il y a eu un concorde et que la colonisation belge a confié des missions, des responsabilités et des pouvoirs, comment les retirer ce pouvoir quand on est un gouvernement souverain? Il doit y avoir des... Il faut limiter les dégâts. Il ne peut pas en être autrement. Est-ce que dans les rapports de force entre le gouvernement et l'Église, est-ce que ça n'a pas un peu balancé vers le gouvernement Bagaza et probablement aussi conduit à la chute du gouvernement Bagaza? La chute du gouvernement Bagaza, ce n'est pas l'Église, mais l'Église y a contribué. C'est-à-dire que c'était un prétexte. L'Église y a contribué largement. Comment? Quand il y a un malaise dans la société, les gens mal intentionnés peuvent en profiter. N'importe quel malaise. Vous voyez maintenant à la Cour, à La Haye, la Cour nationale de justice, les prêtres rwandais qui sont convoqués sont combien? Ils sont légion. Ils sont des humains. Non, il faut mettre les pieds sur terre. Vous connaissez des évêques, vous connaissez des prêtres, beaucoup. Moi, j'en connais aussi. Beaucoup aussi. Il y en a de toutes sortes. Donc, il faudrait que l'Église reste à sa place et que le gouvernement reste à sa place, bien sûr étatique, je dis l'État, mais qui est régulièrement des rencontres. La gestion démocratique de la société ne suit pas un modèle standard comme un prêt-à-porter, et vous aviez commencé déjà à l'expliquer. Nous serions intéressés de savoir la position du président Bagaza à ce sujet, comment il comprend la démocratie, la démocratisation. Et puis, comme maintenant il est au Sénat à vie, qu'est-ce que ça signifie pour lui et pour le peuple burundais? D'après tout ce qu'on a entendu depuis le début de cet entretien, quel est le rôle de la population dans une gestion démocratique, dans la gestion démocratique d'un pays? La démocratie vient du grec demos, chrétien. Demos, ça veut dire le peuple. Chrétien, ça veut dire le gouvernement. Donc le gouvernement du peuple. Plus tard, on modernisera ça. C'est Montesquieu. Le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Non, le peuple, c'est ça. Le peuple, c'est une communauté qui doit se gérer. C'est ça la démocratie. À travers ses représentants, à travers ses désidérates, à travers ses discussions, à travers ses compromis. Beaucoup le font avec bonheur, d'autres réussissent. D'autres réussissent à moitié. Ça a été mon cas. J'ai réussi à moitié. À moitié, ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de réclamations. Honnête et raisonnable. Mais il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de conflits sociaux, il n'y a pas eu trop d'injustice. Il y avait des voies de recours.
Bon, la justice fonctionnait plus ou moins bien. Mobutu disait démocratie, comparaison. Je me compare toujours au régime Michombero et au régime Mwambutsa, parce que c'est celui-là que j'ai connu. Très timidement au régime qui ont suivi, parce que je n'étais pas là. Et que les choses avaient changé longuement et profondément. La démocratie, c'est un effort à rassembler les gens autour d'un programme qu'eux-mêmes ont accepté. Le gouvernement doit seulement guider. Et du reste, qu'est-ce que le gouvernement peut faire sans le peuple? Écraser avec ses armées. Jusqu'à présent, ça c'est arrivé rarement, mais c'est arrivé. Et en gros, ce n'était pas le gouvernement. Le gouvernement était défaillant, beaucoup plus qu'il en a fait une politique. Tous les gouvernements. Si vous avez évoqué 72, est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui a conçu ça? Est-ce que c'était conçu, programmé? Non. Et ils ont été défaillants, et ça s'est passé comme ça. C'est un point de vue. Est-ce qu'en 93, 94, est-ce que quelqu'un avait programmé ça? Et là, je ne me prononce pas parce que je n'étais pas là. Est-ce que maintenant, les choses qui se font, les gens qui sont jetés dans la Rouvu, d'autres dans la Russie, d'autres dans le Wérou, est-ce que c'est le gouvernement? Et puis il n'y a pas de déclaration. Si tu verras où est-ce que vous allez. Je n'ai jamais été fait des enquêtes. C'est vous qui me le dites par vous. C'est vous qui me le dites. Vous nous donnez une information que nous n'avons même pas cherchée et que nous ne voulons même pas exploiter. Mais c'est quoi ça? Bon, seul le peuple, à travers ses représentants, et les représentants sont nombreux, les représentants sont de tous bords. Ce n'est pas le président, c'est le président, mais il y a aussi les parlements, il y a les conseils communaux, il y a les églises, il y a les conseils paroissiaux, il y a les syndicats. Tout est un tissu social qui fait qu'une nation marche. Il y a les associations de droits de l'homme, il y a y compris les associations sportives, n'importe quelle association, l'association des commerçants, pour défendre les intérêts des voisins, pour défendre en fait le droit, pour défendre la justice. Tout le monde, suivant son inclination, suivant ses compétences, suivant ses possibilités, doit y contribuer. C'est ça en fait le gouvernement par le peuple pour le peuple. C'est ça la démocratie. Et dernière question, Monsieur le Président, comment concevez-vous actuellement votre rôle de sénateur à vie? Cette situation a été créée à Arusha, dans les accords d'Arusha. On estimait que les anciens présidents pouvaient encore être utilisés, au lieu d'être, s'ils le voulaient, ils pouvaient être utilisés, être des modérateurs dans les assemblées. Et que l'Assemblée, la Chambre haute, c'était le Sénat, qu'ils étaient au Sénat, et ils stabiliseraient les institutions. Et d'ailleurs, ça s'est fait. Ça s'est fait à une crise récente, non, une crise un peu éloignée. Quand il y a le problème à la JAB, et que les parlementaires ont quitté, ou ont été expulsés, donc les députés, et le Sénat est intervenu, nous avons intervenu pour qu'au Sénat, la même chose ne se passe. Parce que la JAB avait une aile partout, à l'Assemblée nationale. Nous avons dit non, il ne faut pas faire comme les passions. Là, il ne faut pas aller là où vos passions vous amènent. Il faut savoir vous retenir et négocier. Oh, les sénateurs sont restés sereins et ils ont stabilisé le système à cette époque-là. Si les sénateurs avaient fait la même chose, et il y en a qui le voulaient, la crise aurait été plus grave.
Voilà un exemple. On comprend donc que vous avez un rôle de sage, plus ou moins, pour stabiliser. Oui. Bon, Soro est dit à l'expérience des hautes ambitions qui sont limitées maintenant. On a pris beaucoup d'ambition de devenir président. On a plus d'ambition d'être riche. Donc on est là finalement pour conseiller. Et le Sénat français joue à peu près au même rôle, ainsi que le Sénat belge. Ce que ne joue pas le Sénat américain. Le Sénat américain est bruyant. Donc chaque pays a une histoire propre, à côté de l'histoire de l'universel. Excellence, Monsieur le Président Jean-Baptiste Bagaza, nous vous disons de nouveau merci de vous être prêté spontanément à cet exercice où finalement vous nous aidez à renouer avec la tradition du témoignage des gens expérimentés, la sagesse des anciens, après avoir vécu un bon nombre de choses, les unes douloureuses, les autres beaucoup plus heureuses, qui demandent une volonté, une détermination de lancer des initiatives qui doivent être novatrices à certains moments. Et c'est ça qui aide notre pays à renouer avec la capacité de réflexion, puisque aujourd'hui on peut sentir qu'il y a un vide de réflexion dans le gouvernement du jeu social. Et alors nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons encore beaucoup de bonnes choses dans la vie.